Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Nouvel épisode et même nouvelle saison. Et pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai décidé de répondre à un mail point par point, puisque ce mail me posait énormément de questions. Toutes ces questions étaient des demandes de définition, des demandes d'explication de certains termes qui sont encore utilisés de nos jours par des psychologues, des psychiatres et même par beaucoup de médias. Je vais faire mon maximum pour éviter que ce podcast ressemble à un cours magistral, parce qu'il va y avoir beaucoup de rappels et beaucoup de définitions. Le mail était rédigé à peu près de cette manière. Concernant mes questions, il n'y en a que deux, mais elles sont très globales. Ceci est fait en 2 points. Tout d'abord, que pensez-vous des scientifiques qui parlent de type d'autisme? Exemple, l'autisme infantile de Kanner, l'autisme atypique, l'autisme dit de haut niveau, exemple, le syndrome d'Asperger, et ça, c'est extrêmement important de retenir ces deux termes, autisme de haut niveau et syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l'enfance, les TED non spécifiés ou encore les scientifiques qui parlent d'autisme léger, modéré ou sévère. Car, selon certains scientifiques, il n'existerait qu'un seul type d'autisme. J'ai lu des dizaines d'articles et aucun ne dit la même chose. Ensuite, parmi toutes mes recherches concernant la prise en charge, j'ai pu constater qu'il y avait une guerre épistémologique entre les thérapies dites psychodynamiques, exemple la psychothérapie mère-enfant, la psychanalyse de la mère, les ateliers pataugeoires, la communication facilitée, les TCC, ABA, etc. Auriez-vous la possibilité de m'en parler? Eh bien oui, je vais en parler et je vais même essayer au maximum de détailler tout en restant synthétique, en allant à l'essentiel et en faisant le plus court possible. Nous allons prendre les choses, chaque point dans l'ordre précisé par le mail. Ce sera beaucoup plus simple pour la compréhension et pour pouvoir avancer dans la construction de cette idée. Tout d'abord, je vais commencer par la première partie, donc ces demandes de définition de différents types d'autisme. Il y a d'abord l'autisme infantile. Il a été décrit par Léo Kanner en 1943, en même temps à peu près que la psychopathologie autistique de Hans Asperger. Et oui, à la base, pour Hans Asperger, il s'agissait de psychopathologie autistique. Revenons à Léo Kanner. L'autisme infantile était présent dans le DSM-4, celui qui a été en vigueur jusqu'en 2013, avec différents critères diagnostiques qui étaient déjà un peu biaisés et basés sur des observations cliniques. Une altération des interactions sociales sévères et durables, une altération de la communication qui affecte les capacités verbales et non verbales, donc notamment la compréhension de l'implicite ou la reconnaissance des émotions, le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités, et avec ce point important et fondamental que cela débute avant l'âge de 3 ans. Donc que ce soit observable avant l'âge de 3 ans. Forcément, ça exclut toutes les personnes qui peuvent être potentiellement diagnostiquées tardivement ou avec des symptômes, entre guillemets, observables qu'après 3 ans, lorsqu'ils sont devenus trop difficiles à compenser naturellement. S'il y a un retard mental, alors il s'agit d'un syndrome autistique. Sinon, on parle de autisme de haut niveau. L'autisme atypique, quant à lui, a été décrit par Agnès Danis et Dominique Déret en 1998, donc c'est quelque chose de relativement récent. Il va concerner, selon elle, des caractéristiques qui sont fréquemment rencontrées chez les enfants présentant un retard mental profond et présentant un trouble sévère du langage sans en expliquer la cause. Forcément, c'est à rejeter. On parle d'enfants qui vont être en extrêmement grande difficulté, avec des retards mentaux profonds, et donc cet autisme atypique est encore plus catégorique, encore plus stéréotypé que vont l'être les autres. On le comprendra assez facilement, cette catégorisation de l'autisme est de moins en moins pertinent. Et il faudrait en 2024 s'approcher du fait qu'il faut se mettre à jour et voir ça plutôt comme une structuration cognitive différente que de faire une approche qui va être essentiellement basée sur des observations cliniques avec le biais souvent neurotypique, pour glisser doucement vers l'autisme de haut niveau. Petite parenthèse, l'autisme de haut niveau, depuis des études de 2019, qui concernaient plus de 2200 personnes concernées, porte sur le fait de renoncer complètement à l'utilisation de ce terme. Il serait essentiel de renoncer effectivement à ce terme puisqu'il n'existe plus dans les critères diagnostiques. Je referme ma parenthèse. L'autisme de haut niveau, il a été décrit pour la première fois par Lorna Wing, la même personne qui a décrit et mis en place le syndrome d'Asperger. Et oui, il ne provient pas d'Hans Asperger, mais de Lorna Wing. Elle l'a fait dans un article qui a été intitulé Asperger Syndrome, a Clinical Account.
Il a été publié en 1981 dans la revue Psychological Medicine. Dans cet article, elle va décrire pour la première fois le concept d'autisme de haut niveau en même temps qu'elle présentait le syndrome d'Asperger. Dans son article, Lorna Wing a fait une distinction entre le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau, bien que les deux présentent des similarités. Dans son article, elle a vraiment précisé que les deux se ressemblaient, mais par contre que le syndrome d'Asperger était une forme particulière d'autisme, qui est caractérisée par des différences significatives dans les interactions sociales et le comportement répétitif, mais avec un développement du langage relativement préservé et des compétences intellectuelles qui vont être normales ou supérieures. Cependant, il y a quand même des descriptions de quelques rares cas avec des déficiences intellectuelles. En revanche, elle a utilisé le terme de autisme de haut niveau pour désigner des personnes qui présentent des traits autistiques qui vont être similaires à ceux du syndrome d'Asperger, mais sans les déficits de langage spécifiques associés à ce syndrome. Par ailleurs, un Asperger va éprouver plus de difficultés au niveau moteur que l'aura un autiste de haut niveau. Ce sera la même chose pour le contact visuel qui sera plus facile, etc. Au final, la distinction entre les 2, comme l'observation du syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau, c'est surtout basé sur des traits et des difficultés qui vont être apparentes, donc des observations cliniques. Et ça, plus que des réelles différences au niveau cognitif, donc au niveau de la structuration cognitive autistique. En ce qui concerne cet autisme de haut niveau, il s'agit surtout d'un autiste à haut niveau de fonctionnement, donc avec un degré d'autonomie qui va être soi-disant supérieur aux autres autistes. Par contre, comme j'ai précisé dans ma petite parenthèse au début, c'est surtout des difficultés ou une autonomie qui va être apparente et ça reflète pas les difficultés du quotidien ou des difficultés qui vont être sur des points spécifiques, comme pour la compréhension de l'implicite, comme pour la gestion des relations sociales ou éventuellement même la communication, qu'elle soit verbale ou non. Pour passer à la suite et m'intéresser plus spécifiquement au syndrome de Rett. Ce syndrome de Rett, son origine comme son implication sont désormais connues et en général plutôt bien diagnostiquées. Les caractéristiques cliniques du syndrome de Rett vont inclure un développement normal initial de la personne concernée, suivi d'une perte progressive des compétences motrices et langagières, avec des mouvements stéréotypés des mains comme des frottements, des tordages et des battements de mains, ce qui peut éventuellement faire ressembler à du steam, avec des problèmes respiratoires, des difficultés de coordination et parfois même des troubles du comportement. Donc c'est quelque chose qui va véritablement affecter le niveau neurologique. Le syndrome de Rett est parfois associé à l'autisme, forcément en raison de certaines similitudes dans les comportements qui vont être observés, mais par contre, va vraiment s'en distinguer. Les personnes qui vont être atteintes du syndrome de Rett peuvent présenter des difficultés dans les interactions sociales et des comportements répétitifs, mais par contre, ces traits qui sont caractéristiques chez l'autisme vont véritablement se distinguer quand on regarde dans le détail et pour parfois justement permettre de, exclure l'autisme ou de l'inclure en fonction des situations bien entendu. Pour le diagnostic du syndrome de Rett, c'est basé à la fois sur des évaluations cliniques qui vont être sur les symptômes qui sont observés et des tests qui vont être neurologiques, qui vont être génétiques, qui vont être au niveau, de prise de sang. Il y a d'abord une évaluation médicale, initiale avec l'observation clinique, un examen physique de la personne et l'établissement de certains critères diagnostiques. Dans l'établissement de ces critères diagnostiques, il y a notamment la perte progressive des compétences qui vont être motrices et langagières. Donc c'est présent initialement, mais par contre, il va y avoir une dégradation progressive de l'état de la personne concernée. Il y aura par la suite des tests génétiques, une évaluation neurologique, donc des examens du cerveau pour tester notamment les fonctions cérébrales, les fonctions de la coordination motrice, les réflexes, etc., etc. Une évaluation du développement et du comportement, donc comment le comportement de la personne a évolué avec le temps dans sa dégradation malheureusement. Et forcément une exclusion de toutes les autres causes. Donc dès qu'on a fait le ménage dans toutes les autres causes possibles, là on peut faire un diagnostic du syndrome de Rett. Mais ce n'est pas de l'autisme. Certains professionnels peuvent parfois se pencher dessus à la place de l'autisme, mais un simple test génétique l'exclut. Tout simplement. En ce qui concerne le trouble désintégratif de l'enfance, je vais clairement pas me pencher dessus, c'est pas intéressant, c'est assez rébarbatif et de toute façon, cela n'existe plus dans le DSM-5. Ça a complètement disparu et toutes les personnes qui peuvent éventuellement s'exprimer à ce sujet, s'ils le font pas de manière historique, il manque clairement de formation ou de mise à jour de leurs propres connaissances. Donc c'est à exclure, on n'en parle pas, à la rigueur dans le cadre d'études en psychologie de manière historique, pour l'évolution des critères diagnostiques éventuellement,
temps, mais sinon ça n'a pas grand intérêt. Et c'est pareil pour les troubles envahissants du développement, cela n'existe plus. C'était présent dans le DSM-4 et ça ne l'est plus dans le DSM-5. Et c'était un éventail un peu large, un terme un peu fourre-tout, dans lequel on mettait des personnes qui avaient des comportements qui ressemblaient à de l'autisme ou du syndrome d'Asperger, mais qui n'entraient pas dans tous les critères diagnostiques qui étaient nécessaires à la pose de ces diagnostics d'autisme ou de syndrome d'Asperger. Et ça va pas plus loin que ça pour ces deux-là, c'est pas très intéressant et cela de toute façon n'existe plus. En ce qui concerne l'autisme léger, modéré ou sévère, qui est très utilisé et surtout le terme d'autisme sévère, on l'entend souvent pour parler d'enfants ou de personnes en très grande difficulté ou avec des déficiences intellectuelles qui vont être largement observés, mais par contre, pareil, cela n'existe plus. Depuis le DSM-5, on parle plutôt d'autisme à niveau 1, 2 et 3 pour catégoriser les besoins en matière d'assistance, les capacités d'autonomie de la personne, d'apprentissage, d'évolution, bref, comment pouvoir vivre seul en s'occupant de soi plus ou moins correctement. Ce qui parfois même peut avoir une pertinence assez discutable. Pour l'autisme léger, modéré ou sévère, ça n'a pas vraiment de réalité, c'est plutôt stéréotypé et le problème majeur de ces catégories-là, c'est que c'est établi sur un global et pas sur des besoins spécifiques. On va catégoriser la personne comme autiste léger, autiste modéré ou autiste sévère, mais toute catégorie confondue, alors que cette personne peut avoir des capacités et des facilités dans certains domaines, comme pour la compréhension implicite, comme pour la communication, qu'elle soit verbale ou pas, mais par contre avoir de grosses difficultés et ne pas du tout être autonome pour d'autres aspects de sa vie, que cela soit l'hygiène, que ce soit l'administratif, faire ses courses, peu importe. Le niveau 1, 2 et 3 sont un peu discutable, mais bon, c'est une évolution lente des choses. Il faudrait regarder l'autonomie d'une personne et les besoins d'assistance point par point dans chacun des aspects de la vie, plus que sur un global, car le problème de ces catégories, c'est qu'elles paraissent un peu figées. Alors qu'une personne qui va être catégorisée autiste léger modéré, niveau 1 et 2, dans certaines circonstances de sa vie, à certains moments de sa vie, peut basculer dans du sévère ou du niveau 3 sur certains aspects ou sur du global. Ça n'évite pas les burn-out, ça n'évite pas les dépressions, ça n'évite pas d'être malade, ça n'évite pas d'être épuisé. Lorsque l'on est fatigué, nos stéréotypes, si je peux le dire de cette manière-là, vont être exacerbés. Nos traits autistiques, ce que l'on est réellement, va prendre souvent le dessus, nos difficultés vont être moins compensées parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé. Pour autant, avec un niveau correct de repos ou un niveau mental correct, ça peut à peu près aller, ou on peut à peu près s'en sortir, ça peut ne pas consommer autant d'énergie que si on était fatigué et qu'on devait prendre sur soi, avec toutes les conséquences que ça implique, que ce soit une crise ou pas d'ailleurs. Dans tous les cas, ces matières, donc ces catégories d'autistes légers, modérés ou sévères sont à prendre un petit peu avec des pincettes et à regarder plutôt et au cas par cas et dans chaque catégorie de sa propre vie. Ces termes ont globalement été utilisés dans le passé et ont la plupart disparu dans le DSM-5 pour laisser place aux troubles du spectre de l'autisme, qui lui-même peut facilement être remis en question en 2024 avec l'avancée de la recherche et des connaissances en la matière, et plutôt aller vers un terme qui ressemblerait à structuration cognitive autistique. Comment le cerveau va percevoir et capter des informations extérieures, que ce soit des informations sensorielles ou pas. Et par exemple, pour le sensoriel, ça va être souvent sans filtre, donc on entend, on voit, on perçoit tout en même temps, sans que le cerveau fasse le tri des informations qui vont être pertinentes ou pas, ce qui peut poser problème par exemple dans une conversation. Comment le cerveau va analyser et stocker ces informations, et ça peut jouer au niveau de la mémoire et de la récupération de ces informations, et comment ça se passe au long terme. Avec les besoins, par exemple, d'éléments contextuels pour pouvoir comprendre une information, comme ça peut être pour la compréhension de l'implicite, comme ça peut être pour les codes sociaux. Tous les éléments du contexte vont avoir une influence énorme. Et c'est là-dessus que les choses vont avoir une importance énorme sur l'avancée des recherches en la matière. Non pas percevoir les choses comme simplement des observations cliniques avec le biais souvent neurotypique, mais plutôt de savoir comment les choses fonctionnent réellement d'un point de vue neurobiologique.
Pour cet aspect-là, je vais un petit peu m'arrêter là et je vais passer sur la deuxième partie de ce mail, et ça plutôt rapidement, qui parlait, des thérapies et notamment de la fameuse psychanalyse, des TCC, des thérapies ABA. Pour la psychanalyse, je vais faire simple, je vais faire court, je vais faire rapide. Le 4 avril 2021, il y a eu un arrêté publié au Journal officiel qui était relatif à la définition spécifique des psychologues. L'annexe de cet arrêté va préciser les compétences que doit avoir un psychologue afin de pouvoir suivre les personnes autistes, et cette liste était limitative. D'un point de vue juridique, dans une loi, dans un texte, lorsqu'il y a une liste limitative de termes, cette liste justement s'arrête là. Elle ne peut pas être complétée, c'est pas quelque chose qui est un etc. C'est une liste limitative, donc qui exclut tout ce qui ne s'y trouve pas. La psychanalyse, est exclue de cet arrêté. Il ne peut pas être, adapté pour les personnes autistes, et il peut faire d'énormes dégâts pour les autistes d'ailleurs, même pour les TDAH, pour les DIS et même pour leurs familles. La psychanalyse a eu beaucoup de dérives et on l'entend encore à l'heure actuelle où certaines personnes qui sont des psychanalystes ont encore un peu trop d'influence et un peu trop de visibilité sur les réseaux et dans les médias. La psychanalyse a des dérives et elle a été exclue à cause du manque de preuves, à cause du focus sur la déficience des parents et il faut se l'avouer sur la déficience de la mère principalement, notamment la maman frigo ou la maman trop proche. À un moment donné, il faut quand même pouvoir choisir trop proche ou pas assez. La négation de l'existence même de l'autisme, et c'est aussi le cas pour le TDAH, où certains psychologues qui ont notamment pu s'exprimer librement à la radio précisent et prétendent que le TDAH est un complot de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir vendre encore plus de médicaments et des pilules de sagesse à des enfants pour qu'ils soient super sages. Je ne le conseille pas, ce n'est absolument pas un conseil, mais si on donnait de la Ritaline à un enfant neurotypique, bah, préparez-vous parce qu'il dormira pas pendant une semaine. Le problème de la psychanalyse, c'était que les interventions visaient à normaliser la personne, donc à faire rentrer dans un moule, avec tous les problèmes que cela peut provoquer. Le fait de pouvoir faire rentrer dans un moule une personne autiste ou TDAH, c'est la mettre face à ses difficultés, à ses incapacités, à ses différences de fonctionnement. Et là, on crée des traumas, on crée des dépressions et même pire. La psychanalyse est une chose sous tous ses aspects à rejeter pour les personnes autistes, plus encore avec des déficiences intellectuelles, et les parents doivent fuir ce genre de personnes. Dès lors qu'on entend parler de psychanalyse pour de l'autisme, là, bah, il faut fuir. Au final, la psychanalyse va se baser surtout sur le fait de centrer sur la normalité et pas sur des besoins spécifiques. On cherche à rendre la personne le plus normale possible, le plus neurotypique possible, et on ne s'intéresse pas du tout à ses besoins spécifiques. Et c'est là que la thérapie cognitive et comportementale a de gros intérêts, où elle va plutôt cibler des besoins spécifiques, une intervention de la personne pour la mise en place des outils qui lui conviennent, qui sont adaptés à ses besoins et à son fonctionnement, avec une personne forcément en face qui va être à l'écoute et correctement formée sur ses fonctionnements spécifiques. Et ça peut être un peu le cas pour la théorie ABA. La théorie ABA est extrêmement discutée et sur certains aspects extrêmement discutable. Lors de ces essais, lors de ces tests, lors des études qui ont permis de savoir si ça fonctionnait ou pas, le problème, la plus grosse difficulté, c'est que dedans ont été exclues les personnes avec une déficience intellectuelle. Et c'est là le plus gros problème, puisque c'est surtout utilisé pour des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Cela pourrait éventuellement peut-être fonctionner sur des personnes avec des capacités cognitives qui vont être normales ou élevées, sur du volontariat propre et sur une connaissance de ses limites, de ses besoins et de surtout, avec une capacité de dire: «Non, je refuse, ceci n'est pas bon pour moi». Bref, en préservation du soi, en préservation de sa santé mentale. Et c'est là que justement des thérapies nouvelles pourraient être créées sur cet aspect de besoins spécifiques, de préservation du soi, et doit commencer par ça. Puisque nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses, notamment chez les personnes avec des diagnostics tardifs, la maltraitance est clairement banalisée, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Le fait de pouvoir apprendre
à prendre soin de soi, à faire attention à son ego, à sa santé mentale, c'est déjà un travail énorme qui nécessite souvent une énorme déconstruction de la personne concernée, avant de pouvoir se reconstruire avec des compensations efficaces et adaptées, avec une préservation du soi et apprendre à dire non. Et on sait combien c'est difficile pour les personnes autistes de dire non. Ouais, 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 ouais. Ce qui amène beaucoup de dérives et c'est ça le plus gros problème. Mais dans tous les cas, j'espère que ces réponses, j'espère que ces définitions n'ont pas été trop chiantes à suivre et t'ont permis de pouvoir faire un petit peu le tri dans tout ça et d'agir et d'insister sur cet aspect essentiel qui est celui de la formation continue des professionnels de santé ou la formation tout court. Puisque les professionnels de santé sont rarement formés pour l'autisme et le TDAH ou ont parfois même de gros stéréotypes. Et c'est pareil pour le corps médical. Lorsqu'il y a des comorbidités qui existent chez les autistes de manière fréquente, qui viennent complètement cacher d'autres pathologies ou d'autres problèmes. Et là, on parle de vécu notamment personnel. Et je terminerai peut-être sur cet exemple tout à fait récent qui a duré quand même 2 ans, où les autistes les médecins me classaient dans autiste, donc problèmes intestinaux, donc c'est normal que j'ai mal au ventre et de toute façon je suis anxieux, donc c'est normal d'avoir mal au ventre, alors qu'en fait se cachaient derrière des calculs dans la vésicule biliaire qui venaient bloquer le pancréas, provoquer en boucle des pancréatites aiguës qui ont duré pendant 2 ans avec des périodes de grosses crises. Voilà. Et avant qu'un médecin à l'écoute me dise: C'est quand même bizarre et pourquoi ils n'ont pas regardé un peu plus en détail? Et ah oui, OK, il faut traiter ça en urgence. Bon, bah, on enlève». Voilà, bref, on sent que je suis un peu frustré pour ce domaine-là et je m'arrêterai là. J'espère que ça a été intéressant et ceci signe donc le début de la saison 2 de Simplement Autiste. Il y aura de nombreux épisodes qui vont suivre et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre tous ces podcasts et à en récupérer le maximum d'informations possible et à le partager autour de vous. Au revoir et à bientôt.